السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Le 19h30, Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. Une mise en garde à la une. Si vous prenez l'avion direction la Grèce, vous devez posséder une attestation de test Covid négatif et ce test doit être fait 72 heures avant le départ. Des voyageurs l'ont appris à leurs dépens. Voici le nouveau missionnaire royal Egbert Lacarte, le président de l'OpenVLD, à lui de dégager les pistes d'une coalition fédérale. Alors quelle est sa vision des choses? On en parle avec Tidiem Kouach. Save My Resto, c'est le nom d'un groupe de restaurateurs qui frôlent l'indigestion. Ils n'en peuvent plus des commissions prélevées par les plateformes de livraison. Le parcours du Tour de Wallonie est trop dangereux. Les routes sont en piteux état. Ce sont les coureurs qui l'affirment après plusieurs chutes. Enfin, vous goûterez aux joies du camping et du glamping. Deux formules de vacances nature avec plus ou moins de confort. Formule très prisée cet été en Belgique. Attention, si vous avez encore des projets de voyage et de départ en avion, plusieurs passagers se sont fait refouler aujourd'hui à l'aéroport. Ils voulaient partir en Grèce. Or, le pays réclame un test négatif au coronavirus, un test fait 72 heures avant le départ. Délai un peu court, d'où les mésaventures. Éric Bever. Lisiane est de retour chez elle, à La Nef, près de Walcourt. Sa valise, c'est normalement dans un hôtel d'une île grecque qu'elle devrait la déballer. Sauf qu'elle a été refoulée à l'aéroport de Bruxelles ce matin. Elle avait pourtant subi le fameux test Covid exigé par la Grèce. Je suis arrivée à l'aéroport pour le check-in et là, en vérifiant les papiers, ils se sont rendus compte que j'avais fait mon test vendredi au lieu du samedi et donc les délais de 72 heures imposés par la Grèce n'étaient pas respectés. Le souci, c'est que certains centres de test ouverts le samedi ne l'étaient pas à cause du 15 août, férié. 72 heures, ça tombait le 15 août et moi je n'ai pas trouvé de laboratoire ouvert le 15 août, du moins dans la région de Charleroi. Et donc voilà, je me suis dit qu'en le faisant le vendredi, ça serait bon. Et non, 72 heures, c'est 72 heures, pas une de plus. Une mésaventure vécue par une vingtaine de passagers ce matin. Ces passagers sont malheureusement restés à Bruxelles. Nous avons informé déjà ces passagers la semaine passée de la nécessité d'avoir un test négatif pour rentrer sur le territoire grec. Si ces personnes ne pouvaient pas prouver ce test négatif, malheureusement, ils n'ont pas pu partir et les frais sont à leur charge. Alors, comment trouver un centre de test qui garantisse un délai de 72 heures? Les passagers sont invités à interroger leur médecin traitant. Ils doivent un peu se débrouiller. On a une liste ici où tous les centres autour de Bruxelles où on peut aller se faire tester. Mais bon, il faut qu'il soit ouvert, il faut que le test soit concluant, parce que des fois, ce qui arrive, ils font un test, mais après, on vous rappelle en disant ouais, le test n'a pas été bien fait, il faut que vous reveniez. Mais bon, si on doit le faire 72 heures avant le départ, on n'a pas toujours l'occasion d'y retourner 2-3 fois. Une incertitude qui a interpellé les responsables de l'aéroport de Bruxelles. Dès le début septembre, un laboratoire mobile sera dressé ici même, capable de faire 1000 tests par jour. Pour les passagers qui partent en vacances et qui ont besoin d'un certificat de test, ils peuvent faire un test standard. Ça coûtera 67 €. Ils auront les résultats dans les 9 heures. Ou ils peuvent faire un test rapide. Ça coûtera 135 € et les résultats seront disponibles dans un délai de 3 heures. Un tarif plus élevé que les 46 € d'un test de base et qui ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Le remboursement est en effet réservé aux personnes malades et aux passagers revenant d'une zone rouge. Et si vous comptez aller en Suisse, sachez que le pays impose désormais une quarantaine pour tous les voyageurs en provenance de Belgique. Quarantaine de 10 jours. La mesure entre en vigueur ce 20 août, après-demain donc. Mais restons encore un peu au pays avec ce qui est devenu une particularité belge, la bulle sociale, bulle limitée à 5 personnes en ce moment. Sera-t-elle élargie lors du prochain Conseil national de sécurité jeudi? C'est ce que préconise une majorité d'experts. Dominique Dussin. Va-t-on enfin pouvoir sortir de sa bulle ou au moins la partager avec plus de monde? C'est la décision que pourrait examiner jeudi le Conseil national de sécurité. La bulle sociale est une spécificité belge. Nulle part ailleurs un gouvernement n'a pris une décision semblable. Alors évidemment, on peut avoir raison tout seul, mais pour une partie des experts, ce n'est pas le cas ici. La bulle de 5 personnes n'a absolument aucune signification, ça n'a aucune valeur, ça embête tout le monde. C'est non applicable, c'est non appliqué et c'est non contrôlable. Donc c'est par définition
une mesure qui ne sert à rien. Du côté des citoyens, la mesure n'a pas toujours été facile à appliquer. La bulle est difficile à comprendre. Qui comptabiliser, pour combien de temps, avec ou sans les collègues de bureau, avec ou sans les enfants, en intérieur ou en plein air. Nous, on est des familles nombreuses, donc déjà respecter une bulle à 5, c'était très difficile. On est 4 frères et sœurs de mon côté. Chez mon épouse, ils sont aussi 4. Donc voilà, il y a les grands-parents, il y avait certains oncles et tantes aussi, donc oui. Je comprends, mais je n'acquiesce pas du tout, car nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de rapports sociaux. Évidemment, plus que 5 personnes. La mesure a été, dès le départ, une décision plus politique que scientifique. Aucune étude scientifique ne montrant l'efficacité réelle de la bulle sociale. Ce qui n'empêche pas certains spécialistes d'affirmer que la mesure est utile. Je pense que, pour le moment, on ne connaît pas l'agenda du Conseil national de sécurité. Et je pense que c'est trop tôt, vraiment, pour maintenant élargir la bulle sociale. La diminution du bulle sociale, ça a marché pendant la première vague. Et c'est en train de marcher aussi dans notre deuxième vague ou vaguelette. Reste que, comme on le remarque depuis le début de la pandémie, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est le cas pour la bulle à 5, très importante pour certains virologues, inutile pour d'autres. Ce n'est pas cette mesure-là qui est, je dirais, l'élément majeur, ça j'en suis sûr. C'est bien sûr la combinaison de l'ensemble des stratégies, mais c'est surtout le port du masque à l'intérieur. Alors la bulle sociale éclatera-t-elle comme une bulle de savon dans quelques jours? On verra quels experts le Conseil national de sécurité décidera d'écouter. En attendant, un petit tour chez nos voisins français qui viennent de systématiser le port du masque dans tous les espaces clos et partagés des entreprises. Décision prise aujourd'hui. Aline Percept, bonsoir. En clair, est-ce une nouvelle obligation avec sanction à la clé ? Oui, effectivement, le masque sera obligatoire partout dans l'entreprise, sauf dans les bureaux individuels, à partir du 1er septembre. Et c'est aux entreprises de fournir ou de payer pour ces masques. Des sanctions, oui, Nathalie, il pourra y en avoir. D'abord vis-à-vis de l'employeur qui ne voudrait pas respecter cette règle. Ça pourra aller jusqu'au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Sanctions également pour des employés qui ne voudraient pas porter le masque et qui seront prises via le règlement intérieur de l'entreprise. Et là encore, eh bien, ça peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Alors les syndicats de patrons appellent le gouvernement à ne pas multiplier les messages anxiogènes à un moment où il faut faire redémarrer la vie en entreprise. Mais un quart des clusters sont en entreprise et c'est à cette donnée que le gouvernement français tente de répondre aujourd'hui. Adeline Percept à Paris. Merci à vous, Adeline. Et reparlons des symptômes du Covid-19. Parmi eux, la perte de goût ou d'odorat, symptômes qui persistent parfois longtemps. Et dans pareil cas, mieux vaut consulter pour éviter tout risque d'anosmie permanente. Explication d'Alexis Gonzalez. Céline a perdu l'odorat après avoir contracté la Covid-19. Elle pensait être tirée d'affaire, mais une autre forme d'anosmie a réapparu il y a peu. Elle est venue comme ça, un jour au soir, en mangeant des chips. Je dis c'est bizarre, je sens pas le goût de chips. J'avais vraiment une drôle d'odeur dans le nez. J'ai fait un scanner des sinus, il n'y a pas de sinusite, donc j'ai passé un fibro aujourd'hui et il n'y a rien. Donc c'est sûrement une séquelle du Covid. Elle avait récupéré relativement rapidement, au bout de 2 semaines, de sa perte d'odorat, mais maintenant elle commence à développer ce qu'on appelle des parosmies. Donc elle sent différemment certaines odeurs qu'elle connaissait auparavant, avec un caractère plutôt nauséabond. Selon une étude de l'Université de Mons, 15% des malades du nouveau coronavirus atteints par l'anosmie sont encore touchés par le symptôme plusieurs mois plus tard. La raison, la Covid-19 est plus dangereuse pour les cellules olfactives que les autres virus. Il y a un récepteur, une zone où le virus vient s'attacher, qui est la porte d'entrée. Et on sait que la zone de l'odorat, en fait, contient à peu près 200 à 700 fois plus le récepteur qu'ailleurs dans le corps. Donc c'est un peu, je dis souvent à mes patients, c'est un petit peu comme une espèce de pot de miel qui attire le virus. Et ce pot de miel, c'est notre zone de l'olfaction, ce sont des cellules olfactives. Pour espérer récupérer ses facultés, Céline va devoir suivre ce qu'on appelle un training olfactif. Sentir différentes odeurs pour stimuler ses récepteurs pendant au moins 3 mois. Ceux qui mettent beaucoup de temps à récupérer, comme ceux que les 10-15% que je vous décris, ceux-là ont une atteinte des cellules nerveuses. Et ces cellules nerveuses doivent guérir, doivent en fait se régénérer
Et c'est pour ça qu'on sait que ça peut durer jusqu'à 1 an. C'est une repousse nerveuse qui peut mettre jusqu'à 1 an. Au bout d'1 an, si le patient n'a pas récupéré, alors malheureusement, les dégâts peuvent être définitifs. Beaucoup de personnes ne remarquent pas tout de suite la perte d'odorat. Attention, c'est un symptôme annonciateur de la Covid. Si vous avez été atteint d'anosmie, pensez à consulter un spécialiste. Sur la scène politique fédérale, un nouvel homme à la manœuvre, Egbert Lacarte. Le roi a en effet accepté la démission du tandem PSNVA. Il a donc nommé le président de l'OpenVLD, à lui de prendre les initiatives pour tenter de former un gouvernement. Alors au Palais, nous rejoignons Tidiem Quash. Bonsoir Diem, que peut-on attendre du président des libéraux flamands ? Eh bien, en confiant cette mission à l'OpenVLD, le roi espère faire bouger les lignes, car l'OpenVLD, c'est le parti à qui le duo PSNVA a fait du pied ces derniers jours. Mais rien n'y a fait. Les Bleus flamands sont restés fidèles à leurs homologues francophones du MR, avec qui ils forment une famille unie. Egbert Lacarte est à la tête du Parti libéral flamand depuis seulement 3 mois, et il avait déclaré qu'un gouvernement fédéral sans la NVA n'était pas une option. Depuis lors, il n'est plus aussi franc. L'attitude de Bart De Wever et le projet institutionnel de la NVA ont quelque peu refroidi l'OpenVLD. Désormais chargé de cette mission, Egbert Lacarte tentera peut-être de relancer la fameuse coalition Vivaldi qui rassemble les familles socialistes, libérales, écologistes, plus le CDH ou le CDNV. Mais le président de l'OpenVLD a aussi laissé entendre hier, c'est-à-dire avant cette mission, que si une solution n'était pas trouvée avant la mi-septembre, ce sera le retour aux urnes. Egbert Lacarte est attendu ici le 28 août prochain pour son premier rapport au roi. Merci à vous Diem. Voilà donc un nouvel épisode de cette saga fédérale, une saga qui a tendance à lasser et le monde politique lui-même et vous, nous les citoyens. La preuve dans ce reportage de Martin Biltereis où se manifeste incompréhension, indignation, voire désintérêt total. C'est sa passion depuis toute petite, les fleurs. Une boutique qu'elle déploie désormais sur ce marché de la région bruxelloise. Une note bucolique, loin de la politique, car à 19 ans, Justine se sent, il faut bien le dire, un peu larguée. Nous, on se sent un peu perdus. Moi, personnellement, je me sens un peu perdue et je pense que plusieurs jeunes comme moi comprennent pas vraiment ce qui se passe et on regarde un peu tous les grands qui se battent entre eux et on subit un peu tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que ça bouge. Depuis les élections, 19 missionnaires royaux, 6 tentatives de coalition et toujours rien. Alors, pour Anne-Marie, cette pimpante retraitée, c'est franchement la colère qui s'installe. C'est du cinéma pour moi, quoi. On fait tout, on recommence, on défait, on recommence. Bon, ça ne va pas. Ici, la dernière fois, avec De Wever, il ne veut pas le MR maintenant. Pourquoi? Mais il se battait tout le temps. Et si on allait chercher la solution dans les fourneaux? Dans cette cantine, on mitonne chaque midi des bons petits plats. Et qui sait, Lorraine, 35 ans, restauratrice, a peut-être une recette miracle pour mettre les politiciens d'accord. Si on sucrait un peu leur salaire pendant qu'ils négociaient, peut-être qu'ils négocieraient un peu plus vite. À méditer, mais restons sérieux. Ils sont censés nous représenter et voilà, j'ai pas l'impression qu'on n'est tous pas d'accord. Donc si nous on arrive à se mettre d'accord à vivre ensemble, pourquoi pas eux? Et puis il y a ceux orientés solutions. C'est le cas de cet étudiant Carolo de 22 ans qui voit dans la crise actuelle la possibilité d'un sursaut. Si on peut renvoyer les hommes politiques dans leur retranchement et qu'ils nous remettent à produire des vrais débats de société qui quand même sont importants et virulents en ce moment, ça serait intéressant. Tout n'est pas perdu. C'est aussi l'appel de ce fin connaisseur de la vie politique qui y croit encore. On est toujours en démocratie, donc on peut toujours chercher des pistes pour reconscientiser les citoyens, pour les amener à s'intéresser ou se réintéresser à la démocratie, à son fonctionnement. Et de la part des partis politiques, cela nécessite aussi d'aller vers les électeurs et de ne pas donner l'impression qu'on fait des négociations entre soi et qui sont un peu hermétiques finalement pour les citoyens. Entre colère, franche indifférence ou résilience, les ingrédients pour revitaliser la démocratie devront être forts et savamment dosés.
Et justement, passons en cuisine avec la grogne de bon nombre de restaurateurs. Pendant le confinement, beaucoup ont fait appel aux plateformes de livraison à domicile, question de survie. Mais aujourd'hui, ils ne digèrent plus les commissions prélevées par ces plateformes. Isabelle Heusen. Si tu ne vas pas au restaurant, le restaurant vient à toi. C'est le principe des plateformes de livraison. Y faire appel, cela a un coût pour les restaurateurs. La patronne de cet établissement y a adhéré à ses débuts. Mais un jour, elle a trouvé que les commissions demandées étaient vraiment trop importantes. Le client, lui, ne paye pas grand-chose en termes vraiment de prix de livraison. Enfin, il croit ne pas payer grand-chose, parce qu'en fait, c'est nous qui payons tout ça. Et c'est ça où, après, le calcul a été vite fait, et vu la crise, là maintenant, du Covid, du coup, j'ai pas réfléchi très longtemps. C'était fini, terminé, mais ça, c'est vraiment fini. D'autres n'ont pas claqué la porte, mais ont créé un groupe, Save My Resto. 68 restaurateurs s'y sont inscrits, mais préfèrent rester anonymes. Ils ont contacté par contre ce député bruxellois, et ce qu'ils veulent, c'est que la Belgique s'inspire de ce qui se passe notamment aux États-Unis. Normalement, les commissions sont aux alentours des 30%. Eh bien, aux États-Unis, maintenant, c'est limité à maximum 15%. Et c'est surtout la période du Corona qui nous a démontré que les restaurants devenaient extrêmement dépendants de ces plateformes. Le responsable de Deliveroo en Belgique a accepté de répondre à nos questions, mais en vacances, il nous a répondu par mail et justifie la commission des 30%. Ce coût est justifié par la qualité des services fournis. Ces services couvrent des coûts fixes, frais de carte de crédit, services après-vente, développement du service et de l'application, conseiller personnel. Au niveau fédéral, une enquête devrait être menée par l'inspection économique sur un éventuel abus de position dominante. En attendant, la patronne de cet établissement n'a pas abandonné la livraison, mais elle l'a fait autrement, car impossible aujourd'hui de survivre sans un tel système. Dans la suite de ce journal, nous reviendrons sur le début de la Convention démocrate. Gros plan sur Michelle Obama, qui n'a pas manqué de dire tout le mal qu'elle pense du président Trump. Notre perle d'été nous emmène en Hesbaye, avec entre autres une étonnante œuvre d'art perdue en pleine nature. Et puis étape en ville, à Bruxelles, pour découvrir le Pump Track, véritable terrain de jeu pour vélo, roller et autres BMX. Et d'abord, inacceptable. Voilà comment Greg Van Avermaet a qualifié le parcours du Tour de Wallonie. Comme d'autres, Van Avermaet a chuté hier. De nombreux coureurs dénoncent le piteux état et la dangerosité des routes. Pierre Depré. Ce matin, l'étape d'hier faisait toujours débat. Il est vrai que plusieurs coureurs s'étaient fendus de commentaires plutôt sévères. Le parcours était inacceptable. Le trou dans lequel j'ai roulé était si grand qu'on pouvait presque s'y cacher. J'ai eu beaucoup de chance. Essayer d'éviter les trous sur la route, c'était mission impossible. Carton rouge à l'organisation du Tour de Wallonie. Les chutes, surtout, ont marqué les esprits, certaines d'entre elles étant liées au parcours ou au revêtement routier. Je sais ce que ça fait quand on va vite et que ça tape. Donc, je pense que je peux me permettre de ne pas avoir des maux de temps quand la sécurité n'est pas là. La course traversait le Hainaut, le Namurois et le Brabant wallon, et c'est vrai que les pièges étaient nombreux, l'organisateur l'avouait dès hier soir. Les gars, désolé, c'est ma faute, je n'ai pas d'excuses. Circonstances atténuantes pourtant, l'organisation a été obligée de modifier le parcours à cause des mesures sanitaires imposées. Comme j'ai expliqué par communiqué, c'était pas notre premier choix d'itinéraire et on a dû un peu nous adapter parce que les forces de l'ordre en fait étaient mobilisées pour les zones d'arrivée. Et donc non disponible ailleurs sur le parcours. Ceci dit, il y a matière à réflexion et pas seulement en Wallonie. Je connais le pays et quand on va rouler avec mes coéquipiers qui ne sont pas belges sur nos routes, ils me disent tout le temps la même chose. Oli, tu habites dans un pays de merde. Il faut savoir que la qualité de notre goudron, il est dégueulasse, quoi. L'état de nos routes, la sécurité des coureurs, deux dossiers dont on n'a sans doute pas fini de parler. En bref, des nouvelles rassurantes de Remco Evenepoel. Le coureur belge ne devra pas subir d'opération pour sa fracture du bassin. Par contre, pour guérir, il devra se reposer un maximum après sa lourde chute au Tour de Lombardie.
Aux États-Unis, ce soir, c'est Bill Clinton, l'ancien président, qui sera à la tête d'affiche de la Convention démocrate. Hier soir déjà, on a assisté à un véritable défilé de personnalités, parmi lesquelles une Michelle Obama très virulente à l'égard d'un certain Donald Trump. Cette année, crise sanitaire oblige, la Convention nationale démocrate est virtuelle avec en animatrice l'actrice Eva Longoria. Good evening, I'm Eva Longoria Baston and welcome to the 2020 Democratic National Convention, Uniting America. Pour cette première journée de convention, Michelle Obama a attiré tous les regards. L'ex-première dame n'y est pas allée par 4 chemins et s'en est prise directement au président américain. Donald Trump is the wrong president for our country. Whenever we look to this White House for some leadership or consolation or any semblance of steadiness, what we get instead is chaos, division, and a total and utter lack of empathy. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. Donald Trump n'a pas tardé à répondre, même jour, même État, mais conditions différentes. Le président a tenu un meeting avec public à quelques kilomètres de la convention démocrate, dans cet État clé perdu par l'ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton, qui n'était jamais venue ici durant sa campagne. We're supposed to have 50 people, right? So we have a little more. And they turned away a lot of people outside. They're making speeches that are taped. Who wants to listen to Michelle Obama do a taped speech? Biden is just a Trojan horse for socialism. He is. He's a Trojan horse. He has no clue. Des propos qui n'auront pas perturbé les nombreux spectateurs virtuels de la Convention démocrate qui ont assisté au témoignage du frère de George Floyd, tué par des policiers à Minneapolis en mai dernier. Autre moment fort de la soirée démocrate, le témoignage d'une jeune femme dont le père est décédé du coronavirus. My dad was a healthy 65-year-old. His only pre-existing condition was trusting Donald Trump. And for that, he paid with his life. Ce mardi, Joe Biden sera officiellement investi comme candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine. Il s'exprimera ce jeudi à la clôture de la Convention nationale démocrate. Et c'était là des commentaires signés Jennifer Istas. Les craintes toujours très vives de l'Union européenne sur la tension qui s'accroît en Méditerranée, tension entre la Turquie et la Grèce. Les deux pays se disputent la recherche de gisements gaziers. Explication avec Éric Destiné. Un bateau turc sous très haute protection. L'Orus Reis, c'est son nom, est un navire utilisé par la Turquie pour rechercher en mer des gisements gaziers. Mais depuis quelques jours, il est entouré de vaisseaux de guerre de l'armée turque qui assurent ses arrières. Car l'activité de ce monstre d'acier est source de colère en Méditerranée. La Grèce considère que la Turquie cherche à exploiter des gisements de gaz dans une zone qui lui appartient. Καθιστούμε σαφές ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Les zones contestées se situent principalement entre l'île grecque de Crète et Chypre. Depuis plusieurs années, les découvertes de grands gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale ont ravivé les ambitions de la Turquie, y compris dans les zones maritimes revendiquées par la Grèce et Chypre. Mais la Turquie bombe le torse. Ve kendilerine söyledik. Bak bizim Oruç reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer Oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Le gaz est la première ressource énergétique consommée en Turquie, mais le pays doit l'importer, d'où cette course au gisement. Une course qui crispe plusieurs pays européens comme la France. Le président français a aussi envoyé des navires militaires dans la région comme un avertissement au président turc. Ce climat de bataille navale est source de tensions. L'Union européenne déplore une montée de l'insécurité dans la région.
En bref et en images, situation confuse en ce moment au Mali où des soldats ont pris le contrôle d'un important camp militaire près de la capitale, Bamako. L'un des meneurs de cette mutinerie et des sources proches de services de sécurité annoncent ce soir que le président et le premier ministre malien ont été arrêtés. Ils seraient d'ailleurs en ce moment même transférés vers la base militaire où a éclaté cette mutinerie. Et puis l'actualité nous ramène aussi à une sombre page de l'histoire du Liban. En 2005, lorsque le Premier ministre Rafik Hariri a été assassiné lors d'un attentat suicide à Beyrouth. Aujourd'hui, un tribunal spécial a déclaré coupable celui qui était le principal suspect, Salim Ayash, membre du mouvement chiite Hezbollah. L'homme a été jugé par contumace, en son absence donc. Il risque la prison à perpétuité, un verdict salué par le fils de Rafik Hariri. Et nous revenons en Belgique avec des terres qui, depuis plusieurs semaines, souffrent de la sécheresse. Dans les pâturages, l'herbe se fait rare et pour nourrir leurs bêtes, les éleveurs doivent déjà puiser dans les réserves d'hiver. Maxime Dumoulin. Difficile de trouver un peu d'herbe fraîche pour ces vaches. Pour les nourrir, les exploitants de cette ferme expérimentale et pédagogique ont dû puiser dans leurs réserves de paille pour l'hiver. Et malheureusement, ce n'est pas la première année. On s'est rendu compte fin juillet, début août que nos animaux avaient vraiment faim. Et donc on a commencé à utiliser nos stocks hivernaux de paille, de fourrage, donc de foin, de préfané, de maïs, en espérant ne pas en donner trop longtemps. Mais on se rend compte que ça perdure et qu'on utilise nos stocks. Et donc on altère nos stocks hivernaux. Donc il faudra racheter des nourritures pour l'hiver. Dans le cadre de son stage, cette étudiante de l'ULB constate elle aussi la situation inquiétante. Quand je suis arrivée début juillet, les prairies étaient déjà pas très hautes, mais ça allait. Les vaches entraient souvent vers 7-6 cm, donc c'est pas l'idéal, mais c'était pas critique. Mais depuis, ça ne pousse plus. Donc j'ai calculé qu'on est à peu près 1 mm de croissance par jour, donc ce qui est très faible. Les conséquences sont économiques. Beaucoup d'éleveurs vont devoir racheter de la nourriture. Aujourd'hui, les éleveurs n'ont plus de stock vu qu'ils les ont utilisés les années précédentes. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui achètent de la nourriture, qui n'ont même pas de stock à utiliser. Et donc ça, c'est relativement inquiétant pour leur trésorerie, pour leur avenir financier. Cette ferme expérimentale cherche des solutions pour soutenir les éleveurs. Exemple, implanter une variété alimentaire plus résistante à la chaleur. Ce jeune éleveur a pris, lui, le problème à l'envers et consacre aujourd'hui ses pâturages à l'exploitation de maïs. Il nourrit ses vaches de façon autosuffisante. On garde les bêtes à l'état pour les garder à l'ombre, pouvoir les ventiler. Et on produit grâce aux surfaces de prairies qui avant étaient destinées au pâturage, on produit de la nourriture pour toute l'année et en suffisance pour avoir une bonne qualité de nutrition. Voilà un agriculteur qui dit bien se porter économiquement et qui l'affirme, ces bêtes n'ont pas perdu en bien-être. Pour vaincre les sécheresses, rompre les traditions semble donc porter ses fruits. Allez, restons dans la nature pour des vacances en mode camping et glamping. Deux formules qui ont la cote cette année en Belgique et pour cause, de nombreux Belges sont restés au pays. Alors le camping, c'est le dépaysement, le glamping, c'est pareil, mais avec un peu plus de glamour. On voit cela avec Natacha Mann. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie, même un peu de pluie ne les arrête pas. Et pourtant, il y a encore quelques semaines, le camping était loin d'être une évidence pour ce groupe d'amis. Plus habitués aux vacances à l'étranger et aux hôtels, ils ont choisi de bouleverser leurs plans. Avec le Covid-19 maintenant, on n'aimerait pas prendre trop de risques. Allez, surtout en France où on va généralement. Et bon, ici c'est un camping pas loin de chez nous. Et, on voulait prendre du bon temps malgré le Covid, quoi. Pour une première, franchement, c'est pas mal. J'aime mieux ça que l'hôtel, à la limite. Parce que c'est beaucoup plus... Il y a plus de liberté. C'est plus convivial. Oui. Ce groupe est loin d'être une exception. Cette année, le camping à la côte. Plus de Belges qui restent également plus longtemps. Pour la propriétaire du domaine installé depuis 20 ans, c'est la plus belle saison. Les semaines passées, on était vraiment débordés. On a refusé plein de touristes qui voudraient venir prendre leurs vacances ici. Et ça, c'était jamais arrivé? J'ai jamais eu ça pendant les 20 ans. C'est la première fois. Normalement, j'ai plus des Hollandais, mais cette année-ci, c'est un peu moins. Les autres pays, des visiteurs allemands, francophones, c'est vraiment très peu. C'est surtout les Belges qui ont décidé de rester ici en Belgique. Et ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est le glamping, du camping insolite dans une bulle, une cabane ou une roulotte, comme pour Yvette et Françoise, bien décidées à rester en Belgique. Campeuses étant plus jeunes, elles y ont vu un compromis.
C'est les joies du camping sont les inconvénients parce qu'on a vraiment à l'intérieur, on peut se faire à manger soi-même, on a notre frigo, on a le WC, etc. Et on loge quand même sur un matelas, un lit, c'est quand même plus confortable pour nous. Souvent moins cher, le camping séduit toutes les générations. Ici, on n'espère qu'une seule chose, que cette année donne envie aux novices de revenir la saison prochaine. Et voilà qui nous amène à notre perle d'été. Chaque jour, une découverte d'un lieu bien de chez nous. Aujourd'hui, nous allons en Hesbaye avec ses arbres fruitiers et en pleine nature, un surprenant édifice en trompe-l'œil. Kamel Azouz est notre guide du jour. Vallonné à souhait, avec ses innombrables vergers, gorgés de soleil, la Hesbaye est surnommée la Toscane de Flandre, une région fruiticole où la nature et l'art ne font que fusion. Pour preuve, à Borkloon, une église vous plonge dans le monde de l'illusion. Une œuvre d'art de 10 mètres de hauteur, composée de 100 plaques d'acier, joue avec nos yeux. Lorsque nous changeons de point de vue, elle est opaque ou transparente. Cette église est la plus connue de tous les arts, pièces d'art dans la nature ici à Borkloon. Et c'est unique parce que c'est fait par deux jeunes architectes qui viennent de Gand, Gijs et Van Warenberg, et qu'on construit cette église transparente pour donner aux passants, aux visiteurs qui viennent ici, le temps de réfléchir, de regarder comme un monument qui est vraiment dans la nature, qui est une unité avec la nature. Notre petite église est connue dans le monde entier, donc c'est vraiment une pièce unique et jolie. Empli de curiosité, de nombreux touristes viennent découvrir ce trompe-l'œil, juché sur les hauteurs de Borkloon. Ça m'inspire la lumière, la transparence, l'acier oxydable et les vues entre les morceaux en acier. C'était une bonne idée de le faire au plein milieu de nature ici et ça fait un peu le sentiment de conte de fées d'être dedans. Après cette halte féerique qui nous offre de splendides panoramas, à pied ou à vélo, c'est un bonheur de longer les vergers. Ce sont principalement des pommiers et des poiriers qui nous enivrent de leur parfum sucré. La Hesbaye est pour le moment la deuxième région d'Europe productrice de fruits. Maintenant, nos agriculteurs ont des difficultés. On a le blocage pour nos poires de Russie et on essaie de trouver de nouveaux chemins. On installe des vignobles, on va faire notre propre vin et on va faire des vergers ou des plantations avec des fruits rouges. Donc nos agriculteurs changent et la Hesbaye va changer, mais va rester la deuxième région de l'Europe pour les fruits. Dès la fin du 19e siècle, c'est par train que les fruits étaient acheminés jusqu'à Borkloon, où se trouvaient 3 fabriques de sirop à tartiner. Celle-ci a été édifiée en 1878. Merveilleusement restaurée, elle a été transformée en un musée qui regorge d'histoire. Et c'est dans cette usine qu'un système à vapeur révolutionnaire pour l'époque a été testé pour la première fois dans une siroperie. Ici, on va travailler avec du vapeur. Donc ça, c'est déjà important. Donc on va obtenir un jus de fruits, un jus de pomme, et on va le laisser bouillir avec du vapeur pour obtenir un jus plus concentré, qui contient plus de sucre. Donc ici, cette installation date de 1947, et vous devez vous imaginer que le même procès est utilisé dans les sucreries partout dans le monde. La siroperie et l'église transparente sont accessibles toute l'année. Seul accès du musée est payant, comptez 7 € pour un adulte et 1 € pour un enfant. Juste ce qu'il faut pour passer une journée aussi fruitée que magique à la découverte de magnifiques perles du patrimoine de Belgique. Et une étape au cœur de la ville à présent. Nous voici à Bruxelles pour l'inauguration d'un pump track. C'est une piste pour VTT, BMX et autres skateboards, une véritable aire de jeu entre bosses et virages. Voyez ce reportage de Tom Denier. Premier tour de piste, des bosses, des virages relevés, des enchaînements techniques. Arnaud Dubois est double champion d'Europe de BMX. De l'adrénaline, de la vitesse. Sur ce circuit au cœur de la ville, il retrouve ses sensations. On
est un peu sur une piste de compétition mais niveau miniature, donc c'est vrai que c'est un peu la source. Maintenant nous on se retrouve sur des pistes en compétition avec 8 participants, donc qui sont beaucoup plus larges avec des sauts un peu plus grands. Mais au final la technique c'est ça, donc on a le guidon, le but c'est de prendre de la vitesse, d'utiliser les virages, les bosses. Partout en Europe, en béton, en asphalte ou en terre, ce genre d'infrastructures, ces pump tracks se multiplient, mais elles sont encore peu nombreuses ici en Belgique. On en voit même très peu et c'est pour ça qu'on est là. Donc du coup c'est ça, ouais, on voit de plus en plus de jeunes arriver en skate, en BMX, en VTT, même en trottinette. Et du coup le pump track rassemble un peu ces disciplines-là et permet de s'implanter justement sur des plus petits endroits et de pouvoir rouler, comme je disais, du plus jeune au plus aguerri. Pédaler le moins possible, utiliser le terrain pour ressentir le relief et avancer. Derrière ces sensations, des personnes qui conçoivent ces pistes. L'idée ici est aussi de développer ce savoir-faire en Belgique. On est en train de créer la filiale belge Vélo Solutions, qui est une entreprise qui est pratiquement présente partout dans le monde, avec plus de 300 projets qui ont été réalisés ici depuis quelques années. Et donc voilà, la Belgique vient d'arriver. En région bruxelloise, on en parle, c'est le premier site. On en parle à Schaerbeek, on en parle avec la région, et on en parle aussi dans d'autres villes et provinces de la Belgique, évidemment. Ces pistes est dédiée à tous les niveaux, aux jeunes qui veulent apprendre surtout. Créée avec des matériaux recyclés, elle est temporaire. Elle restera sur le site minimum 2 ans. Et nous restons à Bruxelles sur la célèbre avenue Louise. Regardez cette fresque dévoilée ce matin, 4000 mètres carrés, œuvre de 3 artistes bruxellois. Elle est en fait composée de milliers de stickers qui, vu la hauteur de la tour, ont dû être placés par un alpiniste. Pour les artistes, cette œuvre est qualifiée de plus grande fresque d'Europe, met Bruxelles sous les projecteurs et fait réfléchir au monde futur. Un coup d'œil sur la météo à présent. Demain, le ciel deviendra de plus en plus nuageux au fil des heures. Les maxima seront en hausse entre 24 et 27 degrés. Voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une comédie, Tout ce qui brille. Excellente soirée à vous et à demain.